bonjour Moulicho. Michel, voilà. Bonjour Michel Koyapa. Il y avait une annonce avant l'émission. Et bonjour à tous les téléspectateurs des kiosques. Merci d'être venu. Je crois que vous avez été réclamé pour la fin dernière. Nous avons eu une émission et Maître Hervé a été largement réclamé. Voilà pourquoi. D'ailleurs, il est notre consultant à la maison pour toutes les questions juridiques. Voilà. Merci beaucoup. Claude Moulicho, bonjour. Bonjour Michel, merci de l'invitation parce que je pense que Kiosque ne m'a pas mis en quarantaine ou en confinement prolongé parce que je me pose toujours la question pourquoi on ne m'invite pas sur Kiosque et même que les téléspectateurs les réclament. Et aujourd'hui j'ai reçu le coup de fil de Doudou Montiri, le maestro que je salue parce qu'il fait du bon travail. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois Michel. Invitez-moi, pardon Michel, pardon. Je demande devant la caméra, invitez-moi, j'ai des choses à vous dire et des réalités, des vérités surtout. Merci. Les messages passés. Les messages passés, je crois que les gens vont te supporter. Hein. Maître Jean Calvaminga, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Hein. Vous êtes aussi avocat. Député provincial et avocat. Député provincial et défenseur judiciaire. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Covid-19, nous sommes à 6 nouveaux cas détectés, ça porte à 241 le nombre total et les chiffres que nous avons, 20 morts, 20 guéris, 3 de plus que la veille, 143 patients en bonne évolution, Kinshasa enregistre 229 cas, le Nord Kivu 5 cas, Sud Kivu 4 cas, Ituri 2 et Kulu 1 cas. Le secrétaire technique de la riposte annonce l'opération porte-à-porte au 8e jour du confinement de la commune de la Gombe et cela pour mener notamment les dépistages et la décontamination de maisons. Et puis, état d'urgence, la Cour constitutionnelle juge siégeant justement en matière de contrôle des constitutionnalités, juge conforme à la Constitution, l'état d'urgence proclamé par Félix Tshisekedi, c'était le 24 mars 2020. Et donc, mes femmes, à la polémique née à la suite de la sortie médiatique du président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Quelle analyse et quelles conséquences juridico-politiques? Réponse dans cette émission avec nos experts. L'affaire VK devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Le taux se resserre de plus en plus autour du directeur de cabinet du chef d'État. Son conseil va encore solliciter la mise en liberté provisoire en appel après l'arrestation et détention de certains mandataires et chefs d'entreprise. Le neveu de Vita Kamere, Daniel Kingi Chagalume alias Daniel Massaro, convoqué ce mardi au parquet général. Vive tension hier, on a parlé à Kisantu dans les Congos centrales et également à Kinshasa. Les adeptes de Boudida Congo, de Moné-Monasemi ont sémé des troubles hier. On parle de 2 morts selon le bilan annoncé par la police nationale congolaise. Vous savez déjà, le 12 avril dernier, Moné-Monasemi avait déclaré la sécession du Congo central et appelé à chasser les Baluba, les Bakongo et les Baswahili du Congo central. On va analyser cette situation dans cette émission. Bien évidemment, on va commencer par les tout premiers sujets. La Cour constitutionnelle a rendu, je vais commencer par Maître Hervé Takessé. On va revenir à la fin pour parler de la sensibilisation autour de Covid-19, parce que c'est à la fin, c'est important. Mais nous entrons de plein pied dans ces sujets qui nous préoccupent tant. Il y avait une très vive polémique, née à la suite de la sortie médiatique de Alex Tememamba, qui avait justement repris la volonté des 2 chambres du Parlement de convoquer un congrès en vue d'examiner les modalités pratiques de la mise en place de la loi après la proclamation de l'état d'urgence par le président de la République, c'était le 24 mars 2020. En même temps, le chef de l'État avait saisi la Cour constitutionnelle sous le contrôle qui avait siégé en matière de contrôle des constitutionnalités par rapport à l'état d'urgence. L'arrêt a été rendu hier et qui juge conforme à la Constitution l'état d'urgence. D'abord, quelle analyse en premier plan? Vous qui avez justement défendu la thèse selon laquelle l'ordonnance proclamant l'état d'urgence ne devait pas être soumise à l'approbation ou au contrôle de la Cour constitutionnelle. Alors, merci beaucoup. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Exactement. Il y a 2 notions qui se chevauchent dans la question de l'état d'urgence. Il y a la première notion, c'est la prérogative de décréter l'état d'urgence elle-même. Et ça, c'est encadré par l'article 85 de la Constitution. Et puis par après, il y a l'ordonnance délibérée en Conseil des ministres qui fixe les modalités d'exercice ou des mesures pour faire face à l'état d'urgence. C'est cette ordonnance-là
qui est soumise à la censure du juge constitutionnel. Donc nous avions deux notions qui s'échevauchaient. Alors, la décision elle-même de décréter l'état d'urgence est une prérogative du président de la République qui consulte le Premier ministre, le président des deux chambres. Il a ce qu'on appelle une compétence liée. Il est tenu de consulter, mais il n'est pas tenu d'avoir leur accord. Donc il n'a pas besoin d'une autorisation préalable, il n'est pas encadré. Il consulte et puis il décide de décréter l'état d'urgence. Cette décision ne peut même pas être soumise à une quelconque censure. Mais quand on prend une autre ordonnance, celle-là est délibérée en Conseil des ministres sur les mesures pour faire face. Oui, vous devez le soumettre au contrôle du juge constitutionnel parce qu'il doit s'assurer qu'en amont, les autres mesures qui ne peuvent jamais faire l'objet de dérogations, même en état d'urgence, sont respectées. Or, ce qui s'est passé, c'est que par la même ordonnance décrétant l'état d'urgence, dans le même document, a compris et la décision décrétant l'état d'urgence, ainsi que les mesures. Voilà. Et derrière tout ça, il y a eu la polémique, la sortie quelque peu inopportune et inappropriée du président du Sénat, qui lui a introduit une notion d'autorisation préalable dont les présidents auraient eu besoin. Et c'est entré dans toutes ces polémiques-là. Donc, si ça peut être fort de l'article 119 de la Constitution. Alors, le matière de concret, bien sûr. Bon, très bien. Alors, voilà. Il faut aussi dire qu'il était important de voir la Cour constitutionnelle, peut-être en interprétation de la Constitution, ce qui n'a pas été le cas. Ici, on est parti pour... moi, ce que j'ai reproché, en fait, à l'initiative que je trouvais dangereuse, c'est de soumettre au contrôle du juge constitutionnel, qui n'est pas compétent à ce sujet, la possibilité d'examiner la régularité ou non de l'ordonnance du président de la République décrétant l'état d'urgence. Non, ça, c'est une prérogative du chef de l'État. Il consulte, il décrète l'état d'urgence. Ce sont les modalités, ça c'est une autre ordonnance. Alors, ça c'est très bien. Mais maintenant, lorsqu'on entre dans un autre débat, le débat selon lequel le président de la République a besoin d'une autorisation et tout ce qui s'ensuit, alors là, nous avons fait plusieurs lectures, dont notamment la lecture de la conformité du règlement intérieur du Congrès, l'article 119.2, qui concerne autant l'état d'urgence que l'état de siège. Il faut reconnaître une chose. La rédaction de notre Constitution est truffée de beaucoup de flou, qui, si nous ne restons pas dans l'esprit du texte, ouvre la brèche aux braconniers du droit à faire des interprétations intéressées. La Constitution est quelque chose de très subtil. Elle est la loi fondamentale. Elle prévoit l'encadrement général de toute la République. Okay. Pourquoi a-t-on prévu une Cour constitutionnelle? Pour qu'elle interprète. Pourquoi? Parce que il peut arriver que dans des situations, des textes sur l'article 119.2 ainsi que sur le règlement intérieur du Congrès pour dire on a besoin. Voilà. Or, cette circonstance surgit à quel moment? Ce soit logique. Quand le président décrète l'état d'urgence, en ce moment-là, ce n'est pas le moment d'aller palabrer pour savoir s'il y a urgence ou pas. Il l'a décrété. L'ordonnance vaut pour 30 jours. Pendant les 30 jours, la seule chose qui doit être faite, c'est que les deux chambres se réunissent de plein droit. Elles ont le droit de se réunir. Alors, elles se réunissent pour élaborer une loi qui organise l'état d'urgence. À l'expiration des 30 jours, le président de la République doit saisir ces chambres pour obtenir maintenant une prorogation des délais. Maintenant, nous sommes dans plusieurs procès d'intention. Primo, la réunion des chambres ne peut pas porter sur des matières autres que la fixation des lois portant les modalités de l'état d'urgence. Et des deux, la réunion des deux chambres ne vise pas à extraire d'autres matières. Mais maintenant, nous nous retrouvons dans une autre situation. Et c'est là peut-être à l'expiration du délai de 30 jours, quelque chose doit se poser. Qu'adviendrait-il maintenant si on est à le 24, d'ailleurs le 24, on va dire, le chef d'État devra
retourner ou écrire aux deux chambres du Parlement pour justement demander la prorogation. Qu'adviendra-t-il maintenant à ces niveaux-là? Puisqu'on n'a même pas eu la réunion des chambres pour des raisons liées notamment à la nature de l'urgence qui est liée à une épidémie qui se propage notamment et qui est facilitée par la réunion de plusieurs personnes dans des endroits précis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Là, c'est maintenant où il faut faire de l'intelligence juridique dans la philosophie même du texte et de la responsabilité institutionnelle. On ne peut pas non plus se retrouver dans une situation d'urgence sur urgence sans qu'il y ait une contrepartie du contrôle des représentants du peuple. Mais de l'autre côté, on ne peut pas non plus réunir tout le monde au même endroit du fait de la propagation du virus, surtout que les deux chambres elles-mêmes, en pleine session ordinaire, avaient décidé de ne plus siéger et avaient dit qu'on doit faire les commissions. Moi, je serais conseiller juridique du chef de l'État ou des autres chefs d'institution. C'est là où soit une concertation entre ces institutions et une saisine du juge constitutionnel s'impose pour proposer des modalités qui permettront de sauvegarder les contrôles qui appartiennent au législatif tout en évitant la propagation du virus qui crée un cas de force majeure et qui ne permet plus de respecter la Constitution. Soit de dire plusieurs hypothèses. Est-ce qu'au niveau du Parlement, on ne peut pas déléguer les chefs de différents groupes parlementaires? Donc comme ça, on a les équilibres politiques au sein du Parlement, donc, et ceux qui siègent à la conférence des présidents, ainsi que les présidents de chaque commission. Pour que, à côté de leur bureau, ils puissent désormais être l'instance qui contrôlera les délais de prorogation ou non de l'état d'urgence, puisqu'on ne peut pas réunir tout le monde. On peut aller en se disant, mais que fait-on, que dit la Constitution quand les chambres ne se réunissent pas? Comment fonctionne le travail parlementaire? On dit, quand les chambres ne se réunissent pas, les bureaux continuent à engager l'institution. Puisque on a vu des bureaux d'assemblée lever des immunités des députés. Voilà, donc autrement dit, ils posent des actes qui relèveraient de la plénière. Mais nous sommes dans un cas sans précédent. Et donc, dans ces cas, il faut aussi saisir les juges constitutionnels en disant, dans ces cas précis, comment peut-on faire? Peut-on permettre que soit le bureau lui-même engage l'institution, ou bien par souci quand même d'être beaucoup plus représentatif, qu'à côté de chaque bureau de ces institutions, on puisse avoir des présidents des groupes parlementaires représentant les différents équilibres politiques au sein de la représentation nationale comme au sein du Sénat, pour qu'ils délibèrent sur la nécessité ou non de prorogation. Là, nous sommes concrets, nous sommes pragmatiques et on soumet au juge constitutionnel pour savoir, dans ces cas, est-ce qu'on peut, face à la force majeure, vous connaissez que la force majeure avait été même développée par la Cour constitutionnelle, exactement, est-ce que telle mesure peut être faite en allant aussi au droit comparé? Donc c'est ce qui reste à faire à ces niveaux. On va répéter alors maître Jean Calvin, mais apparemment on a passé, à un moment donné on dit qu'on était face à une querelle byzantine qui n'avait pas son sens. Alors que toutes ces questions qu'on relève aujourd'hui, toutes ces querelles, toutes ces incompréhensions, par exemple l'interprétation de l'article 85, 119, 144, 145 par exemple, devaient être résolues à travers cette réunion institutionnelle convoquée par le chef d'État, où il y avait lui-même Félix Tshisekedi, il y avait le Premier ministre, il y avait le président de la Chambre du Parlement. Est-ce que ces questions ne devaient pas être déjà vues à ces niveaux-là pour qu'on évite ces genres de querelles qu'on estime byzantines aujourd'hui? Bon, M. Michel, il y a un problème de droit. C'est comme ce que le maître vient de dire. Moi, je me dis, il n'y a pas un flou. Simplement, il y a l'absence de maîtrise par beaucoup de juristes de l'analyse de la Constitution. Par le simple fait que la Constitution telle qu'elle est là, ce n'est pas comme la Bible. Parce que la Constitution a certaines dispositions, détermine juste les prérogatives ou les compétences de certains organes. Alors que certaines dispositions déterminent le mécanisme ou la procédure en termes clairs. Le cas de cette confusion ici sur l'article 119 que le président du Sénat a évoqué. Dans cet article, on définit juste les prérogatives. On vous dit le congrès est habilité, c'est réuni pour telle matière. Mais on n'a pas défini la procédure. Et on vous fait allusion article 85, article 86.
Maintenant, il faut aller dans ces articles, c'est là où il y a maintenant la procédure, c'est là où il y a le mécanisme constitutionnel. Quand vous allez maintenant à l'article 85, on vous dit, après consultation, d'abord, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée. Le Premier ministre n'est pas membre du Congrès. C'est là où tout le monde doit déjà comprendre que l'analyse du président du Sénat est tellement erronée parce que quand la loi dit que le Premier ministre, les deux présidents de chambre, donc c'est pour vous dire qu'il y a une analyse erronée. Parce que quand il faut parler de l'autorisation, l'article 85 parle de la consultation. Tandis que, parce que nous avons deux réalités pouvant amener le chef de l'État à plonger les pays dans les cas exceptionnels. Les cas, nous avons l'état de guerre, nous avons l'état d'urgence ou l'état de siège. Et quand on parle d'état de guerre, c'est clairement défini que le chef de l'État doit requérir l'autorisation du Congrès. Là, ce n'est pas caché. Mais quand on parle d'état d'urgence ou d'état de siège, on vous dit après consultation. Donc, ce genre de confusion-là nous ont amené à beaucoup de problèmes dans ce pays. Vous avez vu, il y a eu ça, c'est les... Mais ça, monsieur, le problème a été résolu par, je crois, l'arrêt de la Cour suprême de 2007 justement, qui avait déjà consacré, en passant de l'autorisation de le président n'avait plus besoin d'avoir une autorisation préalable soit de congrès, de parlement pour essayer de créer. Plus loin, moi je me dis c'est le propre de nos amis du FCC. Parce que vous avez vu, quand ils ont mal interprété les choses, pour vous dire, le chef de l'État reste en place jusque ceci, c'est là. Ils sont toujours, ils créent ça volontairement. Le président de l'Assemblée et du Sénat, c'est un grand juriste. Il connaît ce qu'il voulait faire. Ce que nous craignons, c'est chercher à son niveau en tant que grand notable, de chercher à plonger le pays dans une crise institutionnelle. Il sait que le pays connaît déjà une pandémie, une grande crise où les Congolais sont déstabilisés. Il veut nous plonger encore dans une autre crise. Mais il avait clairement dit qu'il n'avait pas question de créer une crise institutionnelle et qu'on passait l'éponge et qu'il est essentiel qu'on prenne acte. Mais pourquoi cette sortie médiatique? Michel, il faut analyser les choses parce que nous regrettons aujourd'hui qu'on vous dise on a fermé Le problème avec Tambo, c'est que la personne pose problème pour la communication ou le fait pour lui être président d'un corps, par exemple, constitué. Parce que vous savez que c'est lui qui est président du Congrès, parce que le président du Congrès, c'était Mabunda qui l'a présidé, lui devait être président, c'est lui, naturellement, qui devait communiquer. Est-ce que le problème, c'est Tambo en tant que personne qui pose problème ou c'est pas question de poser problème. La sortie médiatique, comme le maître l'a confirmé, que c'était inopportune. Pourquoi? Parce que il n'a même pas d'abord la qualité d'analyser la conformité des actes administratifs des chefs de l'État. Il n'en a pas la qualité. Mais nous vivons plusieurs fois. Il n'y a pas longtemps, lors de l'ouverture de la session, le président du Sénat a encore dérapé pour commencer à analyser les discours des chefs de l'État du haut des sommets, lors du sommet d'Israël et des États-Unis, commencer à faire des critiques. En tant que juriste, quand nous regardons, nous disons, le vieux ici veut nous amener dans une crise. Et voilà que petit à petit, il est en train d'aller. Aujourd'hui... Là, vous allez confirmer la thèse du complot. Vous comprenez, le complot, nous ne pouvons pas l'épargner parce que chaque fois quand vous annoncez des choses comme ça, et je me demande, en interne, pourquoi... Est-ce qu'il y avait pas plus de peur que de mal? On parlait de la mise en accusation chez l'État, alors que ça ne peut pas se faire au niveau du Congrès, vous le savez, vous êtes avocat. Oui. Non, il n'y a pas... c'est une procédure compliquée. Exactement. Il ne faut pas que les gens pensent que les amis soient en train de rêver. Moi, je pense que le président du Sénat, peut-être, est venu avec l'esprit de croire que je vais diriger ce pays par ce mécanisme-là. Non, il doit se préparer, il doit battre campagne, il doit gagner la confiance du peuple,
croire qu'un jour il peut aller au pouvoir par ce canal. Parce que les Congolais sont éveillés, ils sont en train de les surveiller. Tous les actes là, ça risque de nous plonger dans une situation. Même si on devait mettre en accusation chez l'État, ce n'est pas au niveau du Congrès, je le rappelais tout à l'heure, c'était le parquet général près la Cour de constitutionnelle qui devrait le faire et saisir plutôt le Congrès qui devait plutôt, comme on dit, prendre acte de cela et puis avaliser. Je crois que le maître va répondre. Claude Moulichou, un peu votre réaction. Merci Michel. Les arrêts de la Cour sont exécutoires, hein? Donc les débats coulent à ce niveau-là. Moi j'aime dire. Donc tous ces politiques-là qui sont interprétées, on n'a plus besoin de cela. L'opinion ou le public a suivi les deux juristes. Chacun a abordé la question de sa façon. Mon voisin de gauche, l'honorable Jean Calvin. Jean Calvin, juriste de son état, il dit non, il y a l'absence de maîtrise de beaucoup de juristes. Il a parlé même qu'il n'a pas la qualité d'analyser la question, l'analyse, il a qualifié de l'analyse erronée de Tambo Mwamba, il est allé trop loin. Et vous lui avez stocké la question, savoir c'est la personne ou c'est la qualité de président du Sénat qui pose problème. Il a divagué sur ce point-là. Maître Diaké, c'est... Ne faites pas la recension de tous ces propos, hein, c'est mieux. Allez tout droit, parce qu'on perd le temps d'ailleurs. Alors, vous constatez et vous constaterez avec moi, Michel Koyapa, que chacun est en train de tirer la couverture de son côté. Quelle est votre part de vérité alors? Non, moi j'ai toujours dit les juristes interprètent les textes, les droits. Et nous journalistes nous interprétons les faits. Et eux aussi c'est pas sur les faits. Mais pour les juristes, quelque chose peut être noir, mais ils vous disent que c'est blanc. Parce qu'un juriste peut même défendre quelqu'un qui a assassiné. En cas de flagrance, on voit quelqu'un en train de prendre les couteaux, de poignarder quelqu'un, mais un juriste peut toujours le défendre. Et dire que non, il n'a pas tué. Et il argumente pour ça. Pour le cas précis. Mais vous constaterez avec moi que non, c'est une science, bon, je sais que ce n'est pas une science exacte comme la mathématique 1 plus 1 égale 2, non. C'est une science sociale. Mais nous devons être honnêtes de ce que nous disons. C'est pas parce que Maître Diaké c'est de la Mouka, mon frère est de l'UDPS, et qu'ils doivent aller jusqu'à dire que ta maman n'a plus le droit de s'exprimer sur la question pendant que nous sommes en démocratie. Michel, je suis très peiné sur ce plateau. Nous revenons sur l'article 80. Permettez-moi Michel, nous revenons sur l'article 85. Non, c'est vous qui avez la parole. Je propose qu'il ne faut pas caricaturer. Non, c'est ça le contexte congolais. Quand on est de l'IDPS, on tire la couverture de son côté. Quand on est de la Mouka, on tire la couverture de son côté. Quand on est du FCC, on tire la couverture de son côté. Répondez. Moi je dis, revenons sur l'article 85. Oui, 85. Parce qu'il a dit que ta maman n'a pas le droit de parler. L'article 85 dit ceci. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence et l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Oui. Suivez-moi bien, les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Oui. Je suis en face de deux juristes ici. Est-ce que c'est en amont ou en aval qu'on détermine cet état déjà par la loi? C'est ça la grande question. La Constitution est restée muette sur cette question. C'est en aval ou en amont? Maître Diaké, je n'ai pas fait les études poussées de droit, je suis journaliste, mais dans l'école de journalisme où je suis passé, on nous a formés sur les droits constitutionnels. Même si ce ne sont pas des notions fondamentales. C'est là vous qu'est-ce qui vient? On a eu des notions sur les droits administratifs, les droits constitutionnels. Les professeurs sont là, et sont les mêmes professeurs qui viennent de l'UNIKIN. Oui. Alors, je n'ai pas la prétention d'être juriste comme Maître Diaké ou Maître Calvin. Mais nous devons être honnêtes, l'honnêteté intellectuelle nous oblige. C'est laquelle selon vous? Mon cher, je pose la question sur ce plateau, le pays est en train de me suivre. C'est en amont ou en aval où on détermine l'état d'urgence par cette loi? Tant le moment était clair, dit qu'il ne veut pas faire le juridisme. Et Maître Diaké a dit sur ce plateau que non, c'est le 24 avril, la date par laquelle l'état d'urgence va expirer, que les deux chambres du Parlement vont essayer un peu d'étudier s'il faut proroger ou pas. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui est de l'UDPS, il bloque le fonctionnement du Congrès. Il dit que non, pas d'entrée, pas de sortie à l'Assemblée. Non, moi je me dis, nous sommes dans quel pays? Qu'on nous dise ici, cette loi, parce que le chef de l'État a proclamé l'état d'urgence. La personne du chef de l'État est inviolable. Et pendant l'état d'urgence, moi, en tant que journaliste, j'ai quelques notions de droit. Je sais que le chef de l'État concentre le pouvoir. Et c'est pas Maître Diaké qui va me contredire. Il est agi.
Parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Alors, ici, sur le plan format, parce que tant le monde a voulu sur ce plan formaliser et aider les chefs de l'État à aller de l'avant, parce que la chose a été déjà faite. On a déjà proclamé l'état d'urgence. Il fallait maintenant essayer d'habiller ça par une loi. Et alors, s'il y aura question, parce que le coronavirus dont nous parlons aujourd'hui, ça ne s'arrête pas le 24 avril, parce que l'état d'urgence est proclamé le 24 mars. Voilà. Ça ne s'arrête pas le 24 avril, ça va continuer. Et nous ne savons pas quel est le jour où on va mettre fin à ce coronavirus. Voilà, on a compris. Alors, maintenant on est face à un arrêt de la Cour constitutionnelle qui est exécutoire et opposable à tous maintenant. Donc ce débat, c'est dit, voilà. Oui, moi je suis un légaliste. Moi, Claude Molichot, je suis légaliste et je me dis, je m'incline devant la décision du juge constitutionnel qui a la qualité d'interpréter les textes légaux, la Constitution notamment. Je m'incline, mais ces débats, il ne faut pas les tirer parce que je suis le dit de presse, je suis de la MOUCA, je suis du FCC. Je n'ai pas la prétention d'être juriste, je l'ai toujours dit, mais j'ai quand même quelques notions de droit. Et ici, c'est la mauvaise foi. Tant même en tant que Congolais, même pas président du Sénat, il a le droit de mettre un point de vue sur une question. Parce que c'est un juriste de son état. Et sur quoi il est président du Sénat et surtout celui qui va présider le prochain congrès. Voilà. Mais on ne veut pas qu'on puisse avancer parce qu'il y a coronavirus, tout est bloqué et on se met là-bas. On a parce qu'on va finir. Maître, maintenant, lorsqu'on a su par exemple, c'est ça aussi l'aspect que j'ai relevé tout à l'heure, la déclaration de vice-premier ministre de l'Intérieur. Lorsqu'il rappelle les mesures prises par rapport à cette période qu'on a vu, qu'on ne peut pas se réunir, l'attroupement de plus de 20 personnes interdit par exemple, est-ce que là aussi ce n'est pas une entrave par rapport à nos libertés de manifestation, c'est aussi par rapport à l'institution comme le Parlement par exemple. C'est là où ça fâché, ce crois de dossier. Très bien. J'espère que j'aurai suffisamment de temps pour... Vous aurez ce temps. Vous en avez beaucoup plus que moi. Non, vous avez plus le temps aussi, autant que le 2. Vous savez, le problème avec la science juridique, c'est vrai qu'il faut un minimum de 5 ans à la faculté. Et c'est très difficile en 5 minutes d'expliquer ce qu'on a pu avoir en 5 ans. Ça, c'est un fait. Alors, déjà, en liminaire, vous savez, le problème qu'on a connu dans ces pays, que nous avons 3 catégories d'individus très nocifs pour l'état de droit et la loi. Nous avons d'abord les apprentis sorciers. Ceux-là, ils essaient le droit par essai et erreur, ils le truquent, ils le tronquent. Si ça marche, c'est très bien. Si ça ne marche pas, on expliquera plus tard. C'est ceux-là qui vous pondent des interprétations, restent en fonction jusqu'à ce qu'il voudra ou non organiser des élections. Et vous avez les apprentis. Les apprentis, eux, tout ce que le chef va demander, ils diront. Peu importe que ce soit légal ou non légal, ils viennent, ils traficotent, ils essayent un peu. Donc, ce sont vraiment des bricoleurs du droit. Comme la mécanique. Oui, donc dès qu'il y a une affaire maintenant où c'est l'état de droit, ils invitent leur tribu, mais ou bien ils menacent les paralyser. Mais tout le monde qui est juriste, je suis le meilleur juriste. Alors, après, mais le plus dangereux, donc vous avez dans la hiérarchie les apprentis sorciers, vous avez les apprentis, mais les plus dangereux sont les sorciers. Ceux-là connaissent la loi. Mais ils viennent totalement envider toute la substance, modifier les règles, tout embrouiller à telle enseigne que vous ne savez même plus quand ils ont fini de répondre quelle était la question et quelle était la réponse. C'est la nuit et le brouillard, voilà, vous vous retrouvez, après, vous n'avez pas de résultats affichés devant les bureaux de vote, vous ne savez pas qui ont gagné, comment ils ont gagné, ceux qui ont perdu, comment ils ont perdu, on invalide, on réinvalide. Et nous nous retrouvons dans ça. Revenons maintenant sur les droits et évitons les incantations. Oui. Je veux d'abord dire une chose et puis relever quelque chose de pertinent que M. Molichot avait dit. L'erreur du président du Sénat, c'est de laisser entendre qu'ils étaient là pour formaliser une irrégularité commise par les présidents de la République en amont. Ce qui est inadéquat. Ou soit de l'autorisation du chef d'État, comme vous l'avez dit. Il n'a pas demandé de l'autorisation. Il a dit que nous, monsieur Molichot. Laissez Maître Hervé Dakez répondre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous êtes comme
un diable plongé dans de l'eau bénite. Vous êtes dans Non, il faut dire la vérité, maître. Comme dans la danse de la Saint-Guy. Non, calmez-vous. Il n'a pas parlé des irrégularités, ni de l'autorisation. Calmez-vous, calmez-vous. Soyez calme. Non, formaliser, oui. Pas irrégularité. L'Esprit Saint vous visite maintenant. Arrêtez de vous coronaviriser dans les droits. Calmons-nous. Non. Alors, maître. deuxième. Vous les juristes, vous avez fait tomber ces pays. L'ordonnance décrétant l'état d'urgence n'avait pas besoin d'être formalisée, d'être régularisée. On l'a déjà précisé, la Cour constitutionnelle l'a dit. Alors, mais M. Molicho dit une chose qui est réelle, que vous constatez. Quand on décrète l'état d'urgence, l'exécutif a maintenant des pouvoirs exorbitants. Ces pouvoirs entravent notre liberté. Parce qu'on nous empêche de circuler, certains ne peuvent plus travailler, des aéroports sont fermés, certaines entreprises ne peuvent plus exercer normalement. Donc ce sont des actes graves qui doivent exiger une contrepartie de contrôle. Raison pour laquelle, avant l'expiration ou à l'expiration, le président de la République a besoin que l'état d'urgence soit prolongé. Raison pour laquelle la décision de faire cesser l'état d'urgence ne doit pas relever de sa prérogative seule, même si la décision d'en apprécier la nécessité relevait de lui. Pourquoi? Sinon nous risquons d'installer une dictature constitutionnelle. Raison pour laquelle, ici, le président de la République s'est retrouvé devant deux situations face à la Constitution. Il décrète l'état d'urgence, c'est légitime et la Cour constitutionnelle l'a relevé. Mais au moment où il décrète l'état d'urgence, les deux chambres auraient dû se réunir de plein droit. Oui. Et si même elles n'étaient pas en session, ces chambres auraient dû convoquer une session extraordinaire. Mais la nature de l'état d'urgence est liée au fait qu'une réunion est susceptible de faciliter la propagation de ce qu'on combat. Preuve en est que ces mêmes chambres qui étaient elles-mêmes en session avaient suspendu leur activité. Donc ça s'appelle un cas de force majeure. Mais c'est un cas inédit. Nous ne réinventons pas la roue, nous nous retrouvons face à une situation réelle. Après, je vais dire ce qui est en toile de fond comme procès d'intention. Quand vous êtes déjà un cas inédit, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez celui qui a la prérogative d'interpréter la Constitution. Si nous tous ici, nous pouvons donner notre lecture de la compréhension des textes, mais celui qui peut donner la lecture valant autorité et opposabilité, c'est le juge constitutionnel. Donc vous devez maintenant partir chez lui pour dire, si nous ne pouvons plus réunir les parlements, ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale, mais que nous avons besoin que ces instances prolongent l'état d'urgence tel que prévu par la Constitution, quelle est la modalité constitutionnelle permettant formellement cette réunion, tout en évitant ce nombre important de députés, peut être acceptable, notamment la piste qu'on a proposée ici. Est-ce que le bureau lui-même ou bien le bureau composé des présidents de groupes parlementaires? Mais maître Hervé, oui. il y a dans l'arrêt de la Cour hier, j'ai senti, c'est là-dessus que j'ai fait. C'est même pas un arrêt, c'est un avis. C'est un avis. La Cour parle d'une légalité exceptionnelle. Oui, pourquoi? Donc beaucoup estiment que le président n'aura même pas besoin d'avoir une autorisation de prorogation de son Parlement, dire qu'ils peuvent décréter la prorogation de lui-même. Lorsque vous saisissez une juridiction, le juge est limité par les termes de la saisine. Donc il ne peut pas aller ultra petita, ça veut dire qu'il ne peut pas aller au-delà de ce que vous lui avez demandé. Alors ici, l'ordonnance de saisine partait du principe de l'article 144 sur les modalités de mesures pour faire face. Ces mesures dérogent à la Constitution. C'est normal, parce que empêcher les gens d'aller et de venir, de prendre l'avion, d'aller dans des provinces, leur interdire d'accéder à une partie du territoire national, ce sont des mesures d'entrave aux libertés publiques. Donc ce sont des mesures qui ont dérogé à ce que la Constitution nous reconnaît. Donc il fallait que la Cour constitutionnelle donne son avis. Mais la Cour constitutionnelle devait donner son avis en vérifiant qu'en même temps, l'ordonnance du chef de l'État n'a pas violé, je vais le dire rapidement, l'article 61. Parce que l'article 61 de la Constitution dit que même si on était en état de siège ou en état d'urgence, il y a des mesures qui ne doivent jamais faire l'objet de dérogations. Le droit à la vie. Donc vous n'avez pas commencé à tuer les gens impunément.
Vous ne pouvez pas torturer les gens. Nous l'avions même dénoncé en temps utile en disant que ce que la police commençait à faire, à flageller les gens parce qu'ils sont nombreux dans les bus, est contraire à cela. Et les autres mécanismes, le droit à la défense. Voilà, vous ne pouvez pas dire, nous arrêtons les gens, les avocats ne venaient plus, on est en état d'urgence, tous ces mécanismes continuent. Voilà, la réaction du ministre de l'Intérieur. Alors, maintenant, le ministre de l'Intérieur n'a pas à lui-même une prérogative de permettre ou d'interdire la réunion du Sénat ou de l'Assemblée nationale dans une démocratie. Okay? Mais il applique l'ordonnance délibérée en Conseil des ministres qui vient d'être déclarée constitutionnelle. Cette ordonnance concerne les mesures notamment d'interdiction des rassemblements. Ok. Mais une question constitutionnelle se pose. C'est très bien pour le moment. Mais à l'expiration de l'ordonnance de l'état d'urgence dans les 30 jours, vous ne pouvez pas par vous-même la prolonger. La Constitution n'a prévu que l'Assemblée nationale et le Sénat. Quel mécanisme envisagez-vous qui soit constitutionnellement acceptable, mais compatible avec les mesures de non-propagation des virus? Très bien, maître. Et quand on regarde sous d'autres cieux, vous avez même vu que en France, il siège en groupe restreint. Voilà. Donc, c'est une affaire de sagesse. Mais permettez-moi de revenir sur quelque chose. Rapidement, parce qu'il m'avait posé la question. Vous m'aviez posé la question sur ce point-là, mais j'avais été plus ou moins interrompu des fois par les incantations de M. Moulisson. Il s'agissait notamment de la mise en accusation du chef de l'État. Non. D'abord, primo, même si par impossible ce congrès s'était réuni, donc, il ne peut se réunir que dans les cas de l'article 144 et 145, c'est l'état d'urgence. De deux, la chose qu'on oublie, les congrès n'est pas une chambre d'accusation. L'initiative de poursuivre le président de la République est de l'exclusivité du procureur général près la Cour constitutionnelle. Maintenant, il y a deux termes qu'on doit bien regarder. Il y a les poursuites et il y a la mise en accusation. Le poursuite, c'est en amont. Quand le procureur général près la Cour constitutionnelle reçoit des informations, des dénonciations, il considère que ça entre dans les actes qui relève de poursuite à son niveau, il saisit ces instances, un peu comme on saisit pour une levée d'immunité. Voilà. Et une majorité qualifiée décide d'autoriser que le procureur général près la Cour constitutionnelle entame les poursuites. Donc il convoque le président et l'entame. Une fois qu'il a fini et qu'il considère maintenant qu'il a suffisamment les éléments pour le mettre en accusation, il saisit à nouveau pour avoir l'autorisation de mise en accusation avec la même majorité. Donc ce qu'il faut oublier, le Congrès n'est pas un parquet qui va instruire, recevoir et puis accuser directement devant la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, on n'aurait pas eu besoin d'un procureur général. Je pense qu'à ce niveau, Franck Diongo, même Kabound et les autres qui avaient... non, ils ont tapé à côté. Voilà, maître Jean-Calvin Minga, ajouter avant que nous passions sur ce dossier, je crois. Oui, mais à ce qui concerne la décision du ministre de l'Intérieur, oui, avant ça, je vais compléter ou revenir sur la compréhension de mon frère Claude à ce qui concerne les modalités de la loi qui pouvait faire fonctionner l'état d'urgence. Bon, moi je comprends qu'il y a un problème de français. Il y a un problème de français parce qu'on vous dit que le chef de l'État proclame l'état d'urgence. Il se concerte avec, après concertation avec le Premier ministre et les autres. Et il y a une loi. La loi détermine les modalités. La loi vient. Donc il y a déjà une loi. À la compréhension juridique. Fais ceci. À la veille, dans les 48 heures, qu'on a décrété l'état d'urgence par une ordonnance. Ce n'est même pas dit que c'est le Congrès. Parce que le Congrès n'est pas appelé à voter des lois. D'une manière séparée, l'Assemblée nationale se réunit, il propose la loi et la loi va au Sénat pour valider. Alors, la compréhension des gens par la propre horaire de chambre de Parlement. Je reviens sur la décision du vice-premier ministre. Nous sommes au-delà de 48 heures. Au milieu
Et ça va commencer par une sortie médiatique. Vous comprenez déjà les intentions qu'il y a. Vous sentez qu'il n'y a pas la bonne foi dans les chefs du président du Sénat. Et par conséquent, dès lors qu'on a compris qu'il y a eu des problèmes sérieux, les problèmes de la pandémie, que le maître Diakessa a évoqué ici, d'abord le président du Sénat est le premier à violer les règles ou les règlements intérieurs de son institution. Quand il a fait suspendre toute une session sans qu'il y ait l'autorisation de la plénière, il se défend pour dire qu'il y a une menace qui guette le sénateur. Et tout le monde a compris. Pourquoi le président du Sénat, lui à son tour, n'arrive pas à voir ces menaces autour de tous les 80 millions de Congolais. Donc, conséquence, le ministre de l'Intérieur fait appliquer la loi. Par le fait que même la loi parle de l'autorisation en cas de la prolongation. Mais cette prolongation, que dit la loi? La Constitution vous dit, par le président de la République saisit les deux chambres. Il n'y a pas eu encore la saisine des deux chambres. Pourquoi cette agitation? Quelles sont les motivations profondes? Et le ministre de l'Intérieur, dans ce prérogative, ne peut pas laisser ce désordre. En même temps, je rappelle également que le Premier ministre a été saisi par les deux chambres du Parlement. Dans une réunion, je crois que vous avez suivi cette réunion. C'est lui qui a autorisé même qu'on puisse désaffecter le siège du Parlement, notamment tout le bureau, ainsi de suite. En même temps, le vice-premier ministre qui est membre du gouvernement et que son Premier ministre a dû autoriser une réunion est interdit. C'est ça la confusion et le flou. On ne comprend plus. Dire que le Premier ministre a été consulté, le Premier ministre a été saisi uniquement pour désinfecter les bâtiments. Non, en prélude de la... Il n'a pas le pouvoir, d'autoriser la tenue des congrès. Non, je dis en prélude de la tenue de ces congrès, les premiers ministres étaient consultés et il a même autorisé lui qu'on puisse désinfecter le Parlement. Moi, prenons dans le sens où on venait de désinfecter l'hôtel du gouvernement. Prenons dans le sens que maintenant c'est le tour des palais du peuple. Donc le Premier ministre, le problème c'est que nous devons respecter la procédure. On vous dit qu'on ne peut pas réunir 20 personnes. Plus de 20 personnes, vous voulez créer... soit, il y a un journaliste qui dit, ils ont besoin d'argent, il faut créer pour que l'argent sorte. C'est pas comme ça. Vous avez aussi, alors que vous oubliez aussi la sortie de Kaboun. Non, Kaboun, ça aussi important. Même les chiffres qu'il avance, 7 millions, c'est faux dans le... Oui, la sortie... Je me choisis la parole. Oui, terminé. Vous savez que l'honorable Calvin, il se cramponne toujours sur la mesure là de rassemblement, de regroupement de plus de 20 personnes. Oui. C'est rien que ça. Mais il manque d'argumentaire. Il n'y a pas d'argument ici pour démontrer. Parce qu'il a parlé de 48 heures. Oui. Après la proclamation de l'État, par le chef de l'État. 48 heures après, il faudra que... Attendez. Le sans déplacement. Dites-moi sur base de quel texte vous parlez de 48 heures. Constitution ou une loi organique qui concourt à la Constitution, qui est conforme à la Constitution. Dites-moi. Vous êtes juriste, moi je ne suis pas. Mais vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Non. Soyez calme, je vous apprends les droits. Je ne suis pas juste moi, je vous apprends les droits. Donc, vous savez que ça fait très mal. Ça fait très mal des juristes qui s'embrouillent dans leur domaine. Mais moi, journaliste, je ne peux jamais m'embrouiller dans mon domaine. Allez-y alors. Non, c'est terrible. Pourquoi les juristes nous ont fait tomber trop bas dans ce pays depuis longtemps, avec une interprétation erronée, comme lui-même avait dit, c'est le concept de erroné du droit. Parce que ici, si c'est blanc, on vous dit non, c'est pas blanc, c'est noir. Ce sont les juristes qui sont vous ici. Des médiocres. Alors, moi j'ai dit, mon cher, nous devons... Il y a d'abord ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Aujourd'hui, à la ligne où vont les choses, la politique est en train de nous amener vers, je sais pas moi, vers l'enfer. Nous nous cheminons vers l'enfer. Je suis à la télévision, je suis en train de le dire, parce que chacun tire la couverture de son côté. On est même sorti du texte. Moi, je ne comprends pas. Il y a, quand Kaboun a parlé de 7 millions pour convoquer le congrès, non, les gens disent que c'était très content. Non,
tant que moi m'avait volé 7 millions de dollars. Non, on a dit c'était... Où est-ce qu'on a vu manipulation la convocation du congrès en boutique 7 millions de dollars? 7 millions, c'est beaucoup d'argent. 7 millions de francs congolais, mais il a parlé de 7 millions. Et aujourd'hui, il est confondu. Mais les gens de l'UDPS ne réagissent pas que non, il a menti de ce côté-là. Non, il se taise parce qu'il est de l'UDPS. Tu vois, moi, c'est ça qui fait mal. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. C'est ça qui fait très mal. Alors, ici, nous devons aller vers la loi. Et c'est pas ici, quand les chefs de l'État proclament l'état d'urgence, ma question n'a pas trouvé de réponse auprès des juristes, parce que vous êtes journaliste comme moi, vous posez des questions. J'ai posé la question, j'ai soulevé une interrogation ici sur ce plateau pour savoir, donc la loi dont il est question ici pour les modalités d'application de l'état d'urgence, c'est en amont ou en aval? Jusqu'à présent, même que les spectateurs n'ont pas trouvé Vous avez la réponse, je crois. Lui a dit que non, il y a une loi. C'est ce que M. Calvé a dit. Il y a une loi déjà. Non, je n'ai pas dit ça. Bon, donc il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi, peut-être que je vous ai mal compris, excusez-moi. Si je vous ai mal compris, vous dites qu'il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi, mais aujourd'hui, l'état d'urgence est déjà de fait, déjà proclamé. Qu'est-ce qu'on va constater le 24 mars, le 24 avril? Parce qu'on ne peut plus se réunir en congrès, au palais du peuple. On ne peut plus rien faire. Et l'État déjà est en train de courir jusqu'au 24 avril. 1 mois, 30 jours après conformément à la Constitution. Qu'est-ce qui va arriver? Mais la réponse... Le pays va s'arrêter. Ok, d'accord. Pour ça que le chef d'État va encore autoriser, parce que c'est lui qui concentre le pouvoir, autoriser les chambres de se réunir. On a été évolué, Claude Mélenchon. Non, moi je pense que les juridismes là nous amènent vers l'enfer. Je crois que la tension... Nous amènent vers l'enfer. On va pas revenir sur Alter Beka parce que ça évolue. On va attendre la mise en état provisoire. On a demandé à solliciter en appel. Aujourd'hui, l'audience va signer tout à l'heure à Makala. Mais revenons un peu sur les cas Monasemi. C'est un cas à problème. Ah oui. Lorsque déjà, le 12 avril, on suit des messages sécessionnistes du genre, il faut, par exemple, on déclarait la session des Congo centrales, il faut chasser les Baluba, chasser les Bakongo, chasser les Baswahili et les Bangala de Congo central, et que la suite, on voit ces genres de violences, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. D'accord, mais si vous permettez quand même, parce que M. Molicho a fait état de certaines choses qui méritent peut-être d'être rapidement. Lorsqu'il parle de la loi qui fixe les modalités de l'état d'urgence, il connaît les législateurs. Les législateurs, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, et le gouvernement peut avoir l'initiative de loi. Okay? Donc si ces instances ont traîné à élaborer une loi générale sur l'état d'urgence, vous savez à qui vous adressez. La deuxième chose, justement, cette loi... Mais je m'adresse à qui? Les congrès Monsieur le temps de le laisser parler. Mais c'est une question qu'il a. Monsieur Molicho, il a toutes questions, il va répondre. ce sont les téléspectateurs qui nous suivent. À un moment donné, on arrête les shows et les incantations. Non, je ne fais pas des incantations ici. La confusion vient de chez vous, les juristes. Oui, très bien. C'est ça la confusion. C'est tout à fait normal quand des fois il y a la nuit et les brouillards. De temps en temps, on considère que même un peu de lumière constitue un égarement. Donc, je veux dire en fait, il y a deux éléments, vous savez, dans ces lois-là. Il y a des lois circonstancielles parce que l'état d'urgence dans notre pays n'a pas été caractérisé. Hein? C'est l'état d'urgence en général. Sous d'autres cieux, il y a des états d'urgence sanitaires, ça veut dire des états d'urgence humanitaires, écologiques, etc. Chez nous, on a juste parlé d'état d'urgence sans les articuler. Okay? Dans ce cas, il y a des lois qui suivent. Ici, rien n'interdit à notre législateur d'élaborer une loi d'abord générale. Monsieur Molicho. Non, rien n'interdit comment. Monsieur Molicho. Vous m'interrompez toujours. Monsieur Molicho, soyez rassurés, vos commettants à Kingakati vous ont suivi. Maintenant, laissez que nous nous adressions au peuple souverain. Donc, il y a aussi, effectivement, puisque les mesures, les ordonnances, c'est le chef de l'État qui les prend et il les soumet au contrôle de la Cour constitutionnelle, mais il n'est pas interdit aux législateurs d'élaborer les lois. Mais ce qu'on se retrouve aussi dans d'autres contextes ici, des cas de force majeure pour lesquels on a préparé des pistes. La saga Mwandasemi, pour moi, nous sommes maintenant dans l'accumulation des impunités qui se neutralisent et qui deviennent scandaleuses. Vous avez Général Kyungu qui s'évade, qui commet des actes.
Et puis après, vous avez nous les ressortissants des je ne sais où qui crient et qui disent, mais quand c'est Mwandasemi, vous ne l'arrêtez pas. Il n'y a pas de bons infracteurs et de mauvais infracteurs. Que des individus, surtout partis du territoire national, s'élèvent et commencent à décider qui doit y vivre, qui ne doit pas y vivre, c'est dangereux, c'est condamnable. Ça doit être poursuivi. C'est inadmissible. Okay? Et moi, je ne comprends pas. D'ailleurs, c'est le moment où de tirer la sonnette d'alarme. Il y a des institutions nébuleuses qui sont déjà expirées, comme le soi-disant suivi des accords où vous voyez M. Olengakoy venir surgir, faire les entraîneurs, là où une personne est vraiment en train de braver l'ordonnance de l'état d'urgence liée au rassemblement, et maintenant on voit qu'il y a eu quand même mort d'homme. C'est inadmissible. Très bien. Il doit être interpellé. C'est ça aussi le problème avec Olengakoy. Lui aussi, c'est lui qui avait sorti Mwandasemi. Alors c'était un évadé, on le fait passer comme mort depuis, et puis du coup, il sort dans son bureau, ici, à Gombe. Maintenant la suite, c'est qu'on ne sait pas, il ne sait même pas le maîtriser. La phase dernière, lui-même, il était en astronaute. On est en astronaute, comme on dit. On ne sait même pas. Mais c'est lui le problème. Monsieur Michel, il y a certains coins du pays qui pensent être, où les gens pensent être les plus congolais que les autres. C'est le cas du Katanga, où un monsieur qui a tué des milliers de Congolais comme Gédéon Kyungu, ce monsieur-là continue à faire des bêtises. Il occasionne des bêtises comme ça, un groupe de députés, ils passent ici, ils font des déclarations pour intimider le pouvoir. Et vous voyez, il y en a de même, vous allez voir. C'est une façon de fragiliser notre État parce que ils mettent le pouvoir devant une position de faiblesse. Mais il est traqué, hein? Aujourd'hui. Non, mais nous voulons voir Kyungu arrêté. Nous voulons voir Kyungu être condamné. Tout ça, c'est le régime que nous avons hérité. Vous voyez un monsieur condamné à perpétuité qui s'est évadé de la prison. Vous le voyez surgir, on l'amène en triomphe avec le polo de l'ancien chef de l'État, Chikata. Donc, ce qui accuse que l'ancien chef de l'État et sa famille politique étaient en train d'encourager ce massacre des Congolais. Aujourd'hui, il y en a de même avec Bundu Diamayal. Ses amis ici, ils pensent qu'ils sont des intouchables, ils sont au-dessus de la loi pour pouvoir. Or, ce sont des ennemis des Congolais. Chaque fois quand le pays veut décoller, il y a les gens qui font des distractions pour embrouiller la situation. Entre-temps, il y en a qui sont dans la misère. Donc tout ça, c'est pour que nous puissions arriver, réconciliation, qu'on puisse partager le pouvoir. Nous disons cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Nous voulons écouter le chef de l'État dire que les Mwandasemi doit être arrêté. Il n'a pas ces aventures de Olengakoy, ça doit s'arrêter. Cette histoire des Congolais, d'abord la durée de celle, ça c'est pour combien de temps? Voilà. C'était pour assurer le suivi de l'accord. Un accord qui n'existe pas. Il a dit qu'on suive les Mwandasemi, il dit son neveu Félix Tshisekedi. Il avait promis, il avait acheté, il va lui donner de l'argent pour acheter sa maison. Voilà, il est avec les babous, il ne mange pas bien. C'est ça aussi le problème, les promesses comme ça, face à un... Bon, je viens sur Mwandasemi, mais je voulais juste placer un petit mot avec votre permission, Michel, pour dire que Maître Hervé Diaké s'est dit qu'ici, Maître Calvin, que non, quand on proclame, la loi va suivre. Mais elle va suivre comment? On a compris, ça, on a compris. Non, c'est une compréhension truquée. On a interdit de siéger au niveau du palais du peuple. Et puis, tout est bloqué. Ça, on a écoutez, Claude, répondez même à ma question. La confusion vient de céder, oui, mon cher Michel, votre collègue gourou confus. Nous sommes dans quel pays? Nous, Congolais. Gédéon Kyungu fait ce qu'il a fait au Katanga, c'est pas c'était le 28, hein? Il est traqué d'ailleurs. Oui. Et après, on a vu les conseils. Non, 2 jours après, c'était le samedi, c'est Mwandasemi qui a fait ce qu'il a fait à Kinshasa, à part ce qu'il vient de faire dans le Congo central. Et après, on a vu le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État, président de la République.
Et les mesures ont été prises à l'issue de cette réunion. Il faut traquer Gédéo Kungu. Mais mise en garde contre les Mais oui. Non, pour moi, l'ensemble, j'étais mise en garde. Pour des Gédéo Kungu, il fallait les traquer. Et on a même dépêché une délégation conduite par le VPM de l'intérieur. de 100 personnes. Voilà. Et là, ils sont allés travailler. Mais après des 2000 km de Kinshasa. Mais moi, l'enseigne qui a récidivé ici à Kinshasa, on dit non, mise en garde. Et ce n'est pas la première fois qu'il a fait ça. Parce qu'il a promis des chemises ou de l'argent pour construire la maison ou pour réhabiliter la maison. Non. Qu'on ne nous amène pas la dictature, plus que même celle de Mobutu dans ces pays. Il n'y aura pas de deux poids de mesures. Et nous allons dénoncer cela. Merci. S'il faut traquer, on doit traquer avec la CM. C'est compris. Merci. Non, j'arrive. J'arrive. Attendez la prolongation de l'état d'urgence. Merci. Moi, je n'ai pas le temps. Pour l'émission. Je n'ai pas le temps. Évidemment, attendez. Je n'ai pas le temps. Les gens qui Vous avez donné beaucoup de temps à mettre Nous sommes sur YouTube, papa. Nous sommes sur YouTube. Merci, maître Evel Dakessé. Merci beaucoup. Merci à Claude Molichot. Merci.